Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Une émission aujourd'hui avec Michel Salofkost pour une deuxième partie. Michel Salofkost, qui est un artiste philosophe, nous avons déjà pu le voir, qui apporte un regard sur l'homme, sur la société, qui initie lui-même et par l'intermédiaire d'un certain nombre de clubs, de réseaux, d'associations, des débats tant sur la connaissance, l'esthétique que l'éthique, la manière d'entreprendre, sur la manière de vivre ensemble. Alors dans cette émission, nous allons présenter un changement de manière de voir, de penser et d'agir, hors des dogmes. Nous y mettrons en lumière des idées nouvelles, des scénarios, des scénarii d'évolution du monde. Nous allons y parler du modèle holomorphe, de l'évolution de l'individu, de l'évolution des organisations, des entreprises, de l'économie, de la société, mais aussi de la planète. Parce que le changement, c'est maintenant. Bonjour Michel Salofkost. Bonjour Yannick. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu quel est le scénario possible et souhaitable d'évolution de la planète? Dans une émission précédente, nous avons pu voir qu'il y a 4 scénarios que vous avez bâtis avec un certain nombre de penseurs, avec des observations sur le monde entier, évolution de l'humanité, de l'économie, de la société, des rapports humains, sociaux, écologiques, que 3 des scénarios sont des scénarios catastrophes, d'anéantissement de l'humanité, de totalitarisme, mais que le 4e scénario, vous l'avez voulu, même s'il est le moins probable, et il est le seul souhaitable. Vous l'avez voulu positif. Alors c'est ce que vous baptisez le scénario holographique, où vous proposez des solutions techniques, sociales, écologiques, un développement souhaitable de l'humanité, la création d'une démocratie renouvelée, tenir compte de la biodiversité, de créer un monde meilleur, de changer de paradigme de pensée, de vie, d'introduire une nouvelle citoyenneté, de nouveaux rapports entre les hommes, les individus, les peuples, les civilisations. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce scénario, donc d'évolution pour aboutir à un monde meilleur? Oui, alors, ce 4e scénario, on l'a appelé holomorphe, parce que dans holomorphe, il y a l'idée de la partie dans le tout et le tout plus que la somme des parties. Je m'explique, pour faire très court, au fond, c'est la manière dont, organiquement, notre corps fonctionne. Je m'explique, notre foie, pour faire sa fonction de foie, il doit avoir, d'une manière ou d'une autre, une sorte de conscience de sa place dans le corps, et il faut qu'il joue son rôle de foie et non pas de cœur. Et chaque cellule, en fait, dans un organisme, fonctionne comme ça, à la fois en remplissant une fonction dans un lieu bien précis, et en même temps en ayant une certaine conscience du tout, sinon ça devient une cellule cancéreuse. Et c'est bien ça qui distingue une cellule cancéreuse d'une cellule saine, c'est en fait que la cellule cancéreuse, à un moment donné, elle s'autonomise du tout, elle vit sa vie
et elle commence à se multiplier indépendamment de ses relations et de la nécessité organique, et à ce moment-là, ça crée un cancer. Bon. Et d'une certaine manière, on voit bien que dans le scénario 4, le scénario jaune, eh bien, il faut que l'homme, eh bien, quelque part, pour caricaturer les choses, cesse d'être une cellule cancéreuse et redevienne une cellule vertueuse, une cellule qui, dans la biosphère, joue son rôle, mais pas au-delà de son rôle, enfin, retrouve une place harmonieuse par rapport à l'ensemble des espèces, à la nature en général et à la biosphère. Or, pour retrouver cette place, il faut que les individus, mais aussi les entreprises, mais aussi les États-nations, cessent de se comporter comme des cellules indépendantes et jouant constamment les uns contre les autres. Peut-être que cela a été possible jusqu'alors, parce qu'on était dans un univers où finalement l'impact de l'homme était très limité et où les tribus, ensuite les civilisations pouvaient se battre sans que ça modifie profondément la biosphère. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et pour le pire et le meilleur, on se retrouve, comme certains scientifiques l'ont bien montré, dans la nouvelle époque de la planète, l'anthropocène, dans le sens où l'homme lui-même, l'espèce humaine, a un impact. Et il n'a pas un impact demain, il a un impact maintenant. Et même il a un impact tel que cette espèce humaine remet en cause la survie évidemment de ses enfants, mais aussi d'une grande partie de la biodiversité et donc des autres espèces animales. Donc on voit bien que s'il n'y a pas cette prise de conscience, ce changement, c'est un changement de paradigme où à chaque niveau d'échelle, il y a à la fois la conscience de soi, mais aussi la conscience du tout. C'est l'image de l'holomorphisme, exactement comme dans un hologramme. Hein. Je vous rappelle que dans un hologramme, effectivement, si vous cassez une plaque holographique, eh bien, chacune des sous-parties de la plaque contient l'ensemble de l'hologramme. Hein. Alors c'est ce qu'on retrouve dans l'hermétisme avec Hermès Trismégiste, dans le « je suis en tout et tout est en moi ». Voilà, c'est ça. Et qu'on retrouve aussi dans la physique quantique, c'est-à-dire que c'est le dépassement en fait, d'une vision mécaniste, où on voit bien que le tout est le résultat d'un certain nombre de parties fonctionnant indépendamment. Alors que dans la physique quantique, on se rend bien compte que chaque particule est reliée à l'ensemble des particules et à l'univers. Donc, alors c'est ça ce que vous proposez déjà. Premier changement de paradigme, qu'on prenne conscience de soi, de nos spécificités, mais avoir conscience que l'autre et l'univers existent. Voilà, c'est ça. Et qu'il faut vivre en harmonie avec ce tout. Alors que nous, la civilisation, et la civilisation humaine particulièrement, c'est vraiment construite en rupture avec le tout. Donc là, il y a une réintégration dans le tout qui est extrêmement importante, qui est une condition sine qua non. Parce qu'effectivement, comme la cellule cancéreuse qui finalement finit par tuer l'organisme qui la supporte et donc disparaît elle-même aussi. Non seulement elle-même elle met en mort son organisme, mais en même temps, finalement, elle se supprime elle-même. Et exactement de la même manière, l'humanité, en se comportant d'une manière incohérente avec le tout, inconsciente du tout, centrée uniquement sur elle-même, aboutit à une catastrophe. Alors comment on fait pour justement ne pas être dans un scénario catastrophe, mais évolutif, positif, prendre compte de cet autre, de cet univers, de ce système dans lequel on est, et on est interrelié, interagissant. On commence par modifier quoi au quotidien, dans l'homme, dans les organisations, on se comporte comment ? Je pense que ce qui se passe, enfin ce que j'ai
constaté en voyageant un peu partout dans le monde, c'est que, si vous voulez, en fait, ça correspond à des systèmes de valeurs. Parce que j'étais étonné que certaines personnes comprennent ça très facilement et d'autres ne le comprennent pas du tout. Ou vous pouvez leur expliquer pendant des heures et en fait, ce qui fait que c'est facile à comprendre ou extrêmement difficile à comprendre dépend beaucoup du système de représentation du monde et du système de valeurs. Et en fait, effectivement... Quelles sont ces valeurs d'ailleurs que vous avez repérées qui permettent de créer du commun, de la compréhension déjà de ces problématiques, de ces changements de paradigme? Qu'est-ce qui rapproche intellectuellement, physiquement, je ne sais pas, les hommes, les intellectuels, les gens qui travaillent sur ces questions? Si vous voulez, par exemple, on voit bien que dans le passage de l'ère agraire à l'ère industrielle et de la société qui rassemblait essentiellement des serfs à une société qui rassemble essentiellement des citoyens, il y a par exemple cette notion de la liberté et de l'égalité, ces deux valeurs nouvelles qui émergent avec l'ère industrielle, liberté et égalité, qui sont des valeurs essentielles pour construire la société industrielle. Alors après, dans l'holomorphisme, la fraternité. Dans l'holomorphisme, je pense qu'il y a la fraternité, le terme de fraternité, et elle est déjà annonciatrice effectivement de ce passage de la société industrielle à la société de l'information, parce que la fraternité, elle introduit la bienveillance, et la bienveillance non pas de l'autre en tant qu'il est le même, mais la bienveillance de l'autre en tant qu'il est différent. Et là, on est dans des valeurs qui dépassent la notion un peu étroite d'égalité. Parce qu'on sent bien que, évidemment, la valeur d'égalité, elle est très importante pour défendre nos droits. Par contre, elle passe à côté de quelque chose qui est extrêmement important pour chacun d'entre nous, c'est que nous sommes différents. Et qu'on peut s'enrichir de ça. Et qu'on peut s'enrichir de ça, voilà. Mais que par contre, si au nom de l'égalité, on casse ces différences, à ce moment, on tombe dans une société de clones. Et donc, une des valeurs essentielles de l'holomorphisme, c'est l'unité dans la différence. C'est-à-dire la capacité à penser l'unité, le tout, mais en respectant la différence de chacune des parties. La différence, les spécificités de chacun, tout ça dans une créativité, une création, dans quelque chose qui est presque un rapport artistique au monde. Oui, alors il y a aussi une autre notion qui est très importante, une valeur qu'on voit et heureusement qui se développe. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, on voit bien que l'humanité a traversé différentes valeurs, que les systèmes de représentation ont évolué, et que lorsque l'humanité ou une partie de l'humanité commence à bien maîtriser un certain nombre de valeurs, par exemple l'égalité, eh bien elle commence à aspirer à des valeurs encore plus sophistiquées, comme par exemple le droit à la différence. On le voit bien par exemple dans toute cette conquête des droits de ces dernières années qui ont à voir avec des minorités, où en fait les minorités défendent leurs différences et leur droit à exister avec leurs différences. Donc, on voit toute une série de principes nouveaux, comme par exemple aussi le fait de s'intéresser une nouvelle valeur à la planète, non pas à son pays, non pas à sa tribu, non pas à son groupe socio-culturel, mais vraiment se poser la question de la planète. Alors évidemment, la question de la planète, elle surgit parce que on a de plus en plus des images de la planète. Regardez même l'habillage des films où on vous montre la planète en générique du début. Enfin, de plus en plus, on est habité par cette image planétaire. Donc la valeur, la conscience planétaire est en train d'apparaître. Alors ça, c'est quelque chose qui date même de 69, enfin qui date à partir du moment où on met le pied sur la Lune, où on a conscience de se regarder de loin et on prend conscience de ce petit monde qui est le nôtre. Voilà, exactement. Alors ça, évidemment, dès 68... Petit monde fragile. Voilà, un petit monde fragile et l'expérience d'ailleurs des cosmonautes est très forte
ils en ont souvent parlé, c'est-à-dire cette sorte de prise de conscience que, vu de l'espace, la planète, on ne voit pas des frontières, on voit juste une petite sphère et qui est très riche, très complexe et fragile potentiellement. Donc cette prise de conscience par l'individu qu'il appartient à un tout, qui n'est pas simplement l'État-nation, ni évidemment sa tribu, mais la planète tout entière, c'est un moment essentiel de la transformation de l'identité humaine. Alors ensuite, quel est le deuxième cran ou deuxième point d'évolution ? Je pense que ça doit être accompagné exactement comme on a vu l'émergence de la pensée scientifique et de la rationalité en général, qui a été diffusée par l'école laïque, etc. Bon, il y a la nécessité aujourd'hui de réimaginer une éducation qui apprenne aux enfants, dès leur plus jeune âge, à penser de manière globale, à penser de manière holistique, de penser de manière systémique. Alors comment on fait pour enseigner, pour transmettre ça ? Comment est-ce qu'on fait pour élever, on va dire, les générations à venir ? Parce qu'il ne s'agit plus d'enseignement ou d'éducation, mais vraiment d'élévation. Comment est-ce qu'on... C'est-à-dire que déjà, il y a un point basique, c'est qu'on se rend compte que c'est beaucoup en éduquant les deux cerveaux. Parce que vous savez qu'on a un cerveau droit qui est très... intuitif, un cerveau gauche qui est très rationnel. Et évidemment, celui qui est le plus intuitif, il fonctionne de manière globale, comme ça. Donc, par exemple, moi, dans mes études, j'ai étudié la philosophie, mais aussi l'art. Et évidemment, l'art parle au deuxième cerveau. Et c'est très triste qu'une énorme partie de l'humanité est perdue parce qu'en fait, on ne la développe pas, alors qu'en fait, les capacités humaines sont extrêmement diversifiées. Alors qu'aujourd'hui, en quelque sorte, l'ensemble des études tendent à favoriser uniquement le cerveau gauche, le cerveau rationnel, les mathématiques, etc. Alors que, en fait, donc, il y a cette sorte d'évolution des programmes pour développer l'ensemble du cerveau et non pas tout le temps le même cerveau rationnel. Mais bon, ça c'est une première idée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on observe quand même depuis un certain nombre d'années avec le développement des analyses sur les créatifs culturels, sur effectivement le cerveau droit créativité qui permet de s'adapter beaucoup plus facilement au monde, aux autres, de trouver beaucoup plus de sens dans son action, de ne pas subir éventuellement le monde, mais de le créer, de se l'approprier et d'agir sur ce monde. Oui, tout à fait. Alors il y a le rééquilibrage aussi entre la partie mimétique, c'est-à-dire les moments où on apprend en copiant les autres, et aussi la capacité à s'exprimer créativement, à devenir soi-même, à devenir singulier. Ça, c'est extrêmement important. On voit bien que, par exemple, l'éducation, aujourd'hui, elle est très mimétique. Il y a peu de cours où on vous apprend à devenir vous-même, vous voyez, où on vous apprend à découvrir vos forces singulières. Les forces singulières, les dons. On a eu une émission avec Patrick Vizier sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut faire pour que chacun trouve ses propres compétences, ses propres dons, les développe et soit reconnu pour ça dans sa singularité, dans sa différence. Alors c'est ce que vous appelez les stratégies créatives de singularisation qui s'appliquent aussi bien à l'individu que aux organisations, également aux entreprises. Oui, alors tout à fait, c'est-à-dire que depuis 20 ans, j'aide les entreprises, les individus, mais aussi les entreprises, à travailler sur ce qu'on pourrait appeler des stratégies de singularisation, des stratégies créatives de singularisation. Et pourquoi c'est intéressant ? Que ce soit pour un individu ou pour une entreprise, mais on peut le dire aussi pour un État-nation, pour une région, on pourrait le dire aussi pour la planète. Quelle que soit l'entité ou le niveau d'échelle auquel on travaille, aujourd'hui, pour se positionner de manière holographique, pour se positionner dans le tout, il faut savoir ce que l'on est. Et en fait, plus vous allez savoir ce que vous êtes, et plus vous êtes à même d'affirmer votre singularité de manière créative, plus ça veut dire que vous trouvez en fait votre place, plus vous jouez harmonieusement
votre partition dans le tout, et plus aussi vous sortez de la logique de concurrence. Parce que la logique de concurrence, elle naît en fait du mimétisme. C'est-à-dire que vous pouvez être en compétition avec des choses qui vous ressemblent. Il faut des critères qui permettent de comparer différents niveaux d'efficacité. Alors que là, la singularité permet justement de ne pas être en compétition, mais en coopération, de construire ensemble, d'être reconnu pour soi, etc. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a un changement de paradigme du monde de la compétition de l'ère industrielle où chacun se battait contre l'autre à partir des mêmes critères, et un monde beaucoup plus complexe, beaucoup plus épanouissant pour chacun, où chacun donne le meilleur de lui-même, crée de la différence et coopère avec les autres qui sont eux-mêmes singuliers, chacun à leur manière. Alors, coopère pour faire quoi? Dans quel objectif? Quels sont les enjeux? Alors ça veut dire que les individus sont conscients de leur propre développement, de leurs propres enjeux, mais d'enjeux qui les transcendent, d'enjeux collectifs, globaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi comme ce qui arrive souvent, il y a une boucle de renforcement qui s'opère tout simplement du fait que quand vous apprenez à devenir créatif, quand vous êtes dans cette logique de création, comme beaucoup de témoignages le montrent, et le montrent encore, c'est le fait d'être créatif, le fait de créer vous met en lien avec en quelque sorte l'environnement, avec le monde en général. Il y a on parle de sentiments océaniques dans la création. C'est-à-dire qu'évidemment, la création a besoin de cette intuition du tout, mais en même temps, à mesure que vous rentrez dans la création, vous expérimentez de l'intérieur le tout. Cette unité avec le tout. Et ça, c'est extrêmement important, et ça amène une nouvelle identité humaine très différente de ce monde, disons, extrêmement dur, qu'on a connu avec l'ère industrielle, où chacun se comparait, où, un peu comme on dit la course du rat, quoi, où chacun se bat pour accéder à plus de richesses, prendre la richesse de l'autre, etc. Il faut dire aussi que dans cette société holomorphe qu'on pressent, on passe de l'avoir à l'être, parce qu'on voit bien aussi que le fait de dégager de plus en plus d'être donne à l'individu une plénitude qu'il ne trouve pas dans l'avoir. Et c'est vrai pour l'individu, mais c'est vrai aussi pour l'entreprise. C'est-à-dire que moi-même, qui ai connu beaucoup d'entreprises différentes, on voit bien que vous pouvez avoir des entreprises très riches, où tout le monde est très bien payé, et où, en fait, il y a une démotivation extrêmement forte. Et puis vous trouvez parfois dans des entreprises où il n'y a pas du tout d'argent, par exemple des start-up, où tout le monde travaille 24 heures sur 24 sans être payé, et où il y a une atmosphère absolument extraordinaire. On se demande pourquoi. Mais pourquoi? Parce que on est dans un cas, dans une entreprise qui a beaucoup d'avoir, mais qui n'a plus d'être, qui n'a plus de sens, qui n'est plus porteur d'aucun être profond. Et puis dans l'autre, vous avez quelque chose en train d'émerger, avec le plaisir de créer de chacun, de mettre sa pierre à un processus de création. Et là, il y a un bonheur absolument extraordinaire. Et je crois que la société holomorphe, par rapport à la société industrielle, cette société qui est devant nous, elle est bien évidemment une solution pour sauver la planète, mais elle est aussi porteuse d'une civilisation du bonheur, beaucoup plus heureuse que toutes les civilisations qu'on a connues dans le passé. Alors pour passer à cette civilisation du bonheur, à ce modèle d'évolution positive du monde, ce modèle holomorphique, vous préconisez donc de créer cette stratégie créative de singularisation, donc qui passe par une connaissance de soi, une compréhension et une conscience d'enjeux
qui dépasse l'individu ou les entreprises, et ensuite le déploiement d'une stratégie créative de compréhension et de singularité. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de sociétés, par exemple, qui ont commencé à faire ça? En quoi elles sont déjà dans un modèle holomorphique ou partiellement, ou comment elle pourrait le développer. Et vous nous direz concrètement comment vous faites, vous, avec une équipe de direction, par exemple, pour implanter ou proposer ce modèle holomorphique. Alors, on a développé ça d'abord dans des livres. Hein. Il y a un livre qui est devenu d'ailleurs un best-seller. On en est à la 4e édition, c'est le management du 3e millénaire. Et comme on nous demandait très souvent des exemples, on en a fait un second avec 10 exemples de chefs d'entreprise qui mettent en action, en tout cas une certaine partie de ces concepts. Et ce livre, ça s'appelle « Le dirigeant du 3e millénaire ». Voilà. Donc il y avait le management qui est la théorie général, en quelque sorte, et après, le dirigeant du 3e millénaire, c'est des cas concrets, c'est le rappel de la théorie générale, mais aussi des cas concrets. Alors, ces cas concrets. Alors, d'abord, pour avoir une idée très précise, on voit bien que la stratégie de singularité créative, comme le nom l'indique, c'est une stratégie qui est basée sur la créativité, et qui est basé sur le fait de se différencier. Bon. Quel est l'intérêt déjà de se différencier? Alors, se différencier, ça permet de faire une rupture par rapport aux 3 grandes stratégies historiques qui ont toujours animé les entreprises. La première stratégie qui est, j'allais dire, la plus, peut-être la plus bête, mais en tout cas la plus basique, c'est devenir plus gros. Bon. Toute entreprise cherche à croître et effectivement il y a des effets de taille qui fait que plus vous êtes gros, plus vous pouvez facilement avoir des économies d'échelle et aussi écraser les autres et acheter les autres, etc. Donc il y a la stratégie devenir plus gros. Bon. Ça, celle-là, elle est vieille comme la nuit des temps et on pourrait presque dire qu'elle est typique de la chasse-cueillette. En fait, c'est une logique de tribus qui grossit, qui fondent un pays, qui envahit ce qu'il y a autour. Alors ensuite, il y a une deuxième stratégie qui est apparue à partir de 1900, parce qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui devenaient très grosses, mais qui néanmoins étaient confrontées au fait qu'en devenant de plus en plus grosses, elles ne savaient plus très bien qui elles étaient, et surtout elles étaient de plus en plus mal organisées. Donc on peut dire que, comme le dit Peter Drucker, la plus grande invention du XXe siècle, c'est pas l'énergie, c'est le management. Parce que, en fait, c'est parce qu'on a su manager de manière beaucoup plus sophistiquée les hommes qu'on a pu créer des entreprises de plus en plus importantes et grandes. Et donc là apparaît une deuxième stratégie, qui est la stratégie d'organisation. On organise bien les choses, on chronomètre, on organise. Et puis à partir des années 80, on s'aperçoit que d'être de grande taille, bien organisé, ne suffit pas, et que beaucoup de ces entreprises de grande taille et très bien organisées peuvent disparaître du jour au lendemain pratiquement, à la grande surprise de tout le monde, parce que en fait elles manquent d'agilité. Et que par contre, des petites entreprises, ça va plaire aux créateurs d'entreprises, agiles, elles prennent le dessus. Donc il y a eu la théorisation de la stratégie d'agilité qui apparaît dans les années 80 et qui consiste à être réactif, flexible, etc. Et effectivement, qui est très intéressante pour les petites entreprises parce que ça leur donne un avantage concurrentiel. Bon. Par exemple, Reebok, Apple a joué ça contre IBM, une sorte d'agilité. Alors agilité dans l'adaptation des produits, mais même agilité créative. Et là, on voit apparaître la stratégie créative. C'est-à-dire qu'au-delà de l'agilité, qui est une sorte de forme de réactivité, plus rapide que les autres, il y a une proactivité qu'on retrouve par exemple typiquement dans Apple. On demande à Steve Jobs s'il a fait une étude de marché pour voir si les gens voulaient un ordinateur portable, et il dit non, je sais que personne n'en veut. Mais je crée ça, et je serai le premier, et donc je crée un nouvel univers, un nouveau marché à partir de rien. Et donc on voit bien que là on est dans des logiques complètement différentes du marketing,
qui est très souvent mimétique, qui dit je copie, comment je suis meilleur que le voisin, et tout ça. Non, c'est pas ça du tout. Je suis ailleurs, je crée un nouveau damier. Et c'est ça la stratégie créative, et la force de la stratégie créative. Et alors évidemment, et ça c'est très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent We Do Biz, qui sont des créateurs d'entreprises. Effectivement, la stratégie créative de singularité, elle est une super manière de régénérer des très grosses sociétés, mais elle est aussi une condition sine qua non pour faire exister une nouvelle entreprise. Parce que je pense qu'une nouvelle entreprise, si elle n'est pas très très claire sur sa différence, eh bien, à ce moment-là, elle a tous les autres facteurs contre elle. Parce qu'elle est toute petite, donc elle se fait écraser par les gros, elle n'est pas encore bien organisée, donc elle se fait doubler par un plus gros, et puis même en termes de réactivité, très souvent, le créateur d'entreprise, bon, il est peut-être un peu plus réactif, mais il est aussi obsédé par ses idées, il n'a peut-être pas obligatoirement la même flexibilité que quelqu'un qui est rompu aux affaires, qui constamment fait des affaires et ça. Donc sa manière d'exister, c'est d'être capable d'affirmer et d'avoir une vision très très claire de en quoi il est unique. Et à partir du moment où il est unique, il peut imaginer, potentiellement, trouver un marché, trouver des clients qui s'adressent à lui, parce que justement, il ne trouve pas ailleurs cette offre. Et c'est cette singularité, ce renforcement de la singularité, qui nous semble essentiel dans une société, encore une fois, qui est de plus en plus basée sur la création et la communication. Donc cette capacité à générer de la différence. Alors, générer de la différence, mais pas seulement, vous allez plus loin, dans le dirigeant du 3e millénaire, vous dites qu'il faut libérer son génie et celui de ceux qui sont là, que le dirigeant du 3e millénaire n'agit plus tout seul, n'impose pas quelque chose. Oui, alors là, il y a deux niveaux de libération, en quelque sorte. Il y a des entreprises, bon, je pense que c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'entreprises dans l'informatique, où si vous n'avez pas un dirigeant visionnaire, on l'a vu par exemple avec Apple, lorsque Steve Jobs a quitté le bateau et qu'il a été remplacé par quelqu'un venu de Coca-Cola, immédiatement la créativité a chuté et puis l'entreprise a perdu sa dynamique. Et beaucoup de gens se posent d'ailleurs la question, depuis la mort de Steve Jobs, si Apple va pouvoir continuer à garder cette dynamique. Donc on voit bien que dans le domaine de l'informatique, mais pourquoi pas dans d'autres secteurs, c'est très important pour le dirigeant de ne pas simplement être un gestionnaire, mais d'être un véritable créateur, porteur de cette qualité de singularité. Bon. Mais de ne pas porter peut-être tout seul cette singularité, que cette singularité soit traduite dans l'esprit de l'entreprise. Voilà, alors il y a un deuxième niveau approprié par tout le monde. C'est que, effectivement, le problème d'une créativité singulière portée par un seul individu, c'est que le jour où il décède, ou le jour où il quitte l'entreprise, eh bien l'entreprise s'affadit, devient comme les autres, et à ce moment-là, elle perd son avantage. On l'a vu de multiples manières et de multiples fois. Par exemple, quand Body Shop, qui était très singulière, qui était une entreprise typique un peu de la stratégie singulière et de l'holomorphisme, parce que c'est une entreprise très occupée aussi par les grands enjeux planétaires, par écologiques, le social, etc. C'était une entreprise pionnière dans ce domaine, extrêmement portée par la vision de sa dirigeante. Eh bien, lorsque l'entreprise a été rachetée par un grand du cosmétique, le grand du cosmétique, dont je ne citerai pas le nom, par L'Oréal. Par L'Oréal, voilà. Eh bien, bien que L'Oréal ait acheté la singularité de Body Shop, eh bien, dans la machine de L'Oréal, moi-même, j'ai constaté en allant dans les magasins que je ne retrouvais plus l'âme de Body Shop comme je l'avais connu dans le passé. Donc, si vous voulez, on voit bien que si cette singularité et cette créativité, elle est portée uniquement par un seul individu, ça ne va pas. Donc on pour voit être dans un modèle par exemple, holomorphe, on doit le transmettre. Voilà, et on voit ça, par exemple, dans les tentatives que fait Google, de laisser, par exemple, du temps
à chaque salarié, non pas pour faire son travail habituel, mais pour penser out of the box, pour faire quelque chose d'inattendu. On a dans la ville Google, dans les voilà. moyens de transport, dans la manière d'être, de travailler, dans les horaires, dans quelque voilà. chose qui est assez intéressant. Aider chaque individu à libérer son génie singulier. Alors ça, on voit bien que on est un peu à l'amorce de ça, mais ça va se développer, parce que c'est là la vraie valeur ajoutée, vous voyez. Et ça sera encore plus vrai lorsque une grande partie de tout ce qui est travail, entre guillemets, c'est-à-dire la partie, disons, la plus normative, la partie la moins créative, va pouvoir être de plus en plus faite par des robots. C'est demain la veille de ça. On y est déjà. Donc on voit bien que cette dimension de créativité, ça devient la grande valeur ajoutée dans n'importe quel produit. Dans les années 1920, une voiture, c'est à 90% de l'industrie et du commerce. C'est construire cette voiture, et puis il y a 10% de création et de communication. Aujourd'hui, 90% du prix d'une voiture, c'est non pas l'industrie et le commerce, c'est la création et la communication. C'est les publicités, c'est aussi l'invention, les ingénieurs qui ont travaillé en amont sur le concept, etc. Mais alors ça fait quoi? Ça entraîne quoi? Dans Presidency Key Brief, qui est un journal partenaire d'une de vos associations qui s'appelle Design Me a Planet, on retrouve aussi ce côté Small is Beautiful, une évolution des grands groupes ou des modes de production de quoi que ce soit à des entités beaucoup plus petites, mieux gérées, plus coopératives. Vous avez observé quoi, vous, dans l'évolution du modèle de consommation, de production? Il y a des choses qui se mettent en route? Là, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il y a déjà le fait que par exemple, aux États-Unis, il y a des sociologues qui ont remarqué qu'effectivement, comme une grande partie de la valeur ajoutée est créée par cette classe créative, ce qu'ils appellent la classe créative, c'est-à-dire au fond tous les gens qui sont payés pour inventer des choses, pour créer des choses, les publicitaires, les designers, etc. Et que, évidemment, un pays ou une région, dans une grande mesure, si elle veut être vivante, si elle veut être porteuse du futur, il faut qu'elle sache capter ce type de personnes. Si elle capte que des gens issus des du grandes passé, écoles de commerce et de certains... et qui créent rien, ou qui juste font tourner les choses, ça ne crée pas de dynamique. Donc il y a toute une réflexion aujourd'hui de comment capter, disons, ce socio-groupe plus spécifique, comment créer les conditions de son bonheur, etc. Mais évidemment, ce dont je parle, et ce qui n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui, c'est le basculement de toute la société, la transformation sociétale qu'impliquerait le fait de passer d'une société mécaniste à une société holomorphe. Et vous voyez, ça c'est le grand enjeu, c'est-à-dire qu'au-delà des individus et des entreprises qui sont plus ou moins holomorphes, plus ou moins créatives, il y a cet enjeu considérable d'imaginer qu'est-ce que pourrait être un État-nation, une société tout entière refondée sur des nouvelles bases et permettant le développement beaucoup plus rapide de cette nouvelle type d'économie, parce que ça passe aussi par une réinvention de l'économie. Quand vous dites économie, c'est pas, faut préciser à nos auditeurs, c'est pas l'économie telle qu'on la connaît, c'est une économie globale qu'on pourrait voilà, c'est ça. L'écologie. Voilà, je pense qu'il faut repenser. Ça, c'est une urgence. Et d'ailleurs, maintenant, c'est en cours. Ça bouillonne un peu partout aux quatre coins de la planète. C'est extrêmement intéressant, mais de la même manière que, si vous voulez, l'économie féodale était incapable de penser l'économie industrielle, qu'il a fallu inventer toute une série d'outils spécifiques, et notamment le prêt à intérêt, les banques, etc., qui ont permis le développement de l'ère industrielle, le développement de cette société de création et de communication implique de réimaginer complètement les bases de notre économie. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous suggérez? Quels outils, quelles bases, quelles actions concrètes pourraient être prises par nos hommes politiques, par exemple?
Mais écoutez, là, il y a eu différents travaux. Moi, je trouve que, par exemple, il y a un travail très intéressant que je suis en train de lire en ce moment sur l'e-économie. 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 Oui, pas l'e-économie, c'est le e-économie. Avec le E dans l'eau. Oui. Enfin, je ne sais pas comment on dit. O-E-économie. En tout cas, déjà, c'est difficile à prononcer. Mais c'est Pierre Calam qui a fait ce livre, dans le cadre de sa fondation, la Fondation pour le progrès de l'homme, où il y a toute une réflexion sur des nouvelles bases économiques. Il y a aussi Bernard Liétard. Alors, mais il nous dit quoi? Mais c'est par exemple, on voit bien que vous avez, par exemple, c'est complexe, hein, il y a plein de dimensions, mais j'en prends une rapidement. Il y a toute une série de biens. Il y a des biens qui sont des ensembles finis et qui, quand vous les prenez, ils sont perdus pour les autres. Hein, par exemple, si vous prenez un champ, si vous le prenez pour vous, il est perdu pour les autres. Et le nombre de champs que vous pouvez cultiver est limité, parce qu'il y a aussi 90% de déserts non cultivables. Donc là, on est bien sur un ensemble fini, et c'est d'ailleurs un des enjeux par rapport aux 9 milliards d'êtres humains qui sont là. Etc. Et puis vous avez des biens qui ont la caractéristique que, au contraire, plus vous les partagez, plus ils se multiplient. Parlez-nous d'amour. Voilà, par exemple, tout simplement, une chanson. Une chanson, vous la mettez sur un iPod, elle se multiplie, elle est diffusée. Un logiciel. Et vous vous rendez bien compte que demain, ces biens qui se multiplient et qui presque acquièrent de la valeur en se multipliant, parce qu'il est bien évident que si la Joconde vaut la valeur qu'elle a, c'est qu'elle a été multipliée en une infinité d'images, et qu'elle est dans la tête de l'humanité tout entière. Donc en fait, on a des biens dont la valeur augmente même au moment même où elles sont partagées, si vous voulez. Eh bien... Mais est-ce qu'il y a encore une notion de valeur, d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut estimer la Joconde après? Ou est-ce que sa fonction n'est pas d'ouvrir une porte sur un infini, un absolu, sur une beauté quelconque? C'est là où la question de sa valorisation, oui, présente. C'est là où on est aussi dans le bonheur et on est dans une autre dimension au-delà de l'économie. C'est qu'on voit bien qu'il y a aussi toute une série de biens qui ont une dimension de bonheur ou qui créent une dimension d'extase qui dépasse très largement le fait d'en avoir la propriété. Le sujet n'est plus là du tout. Alors c'est là, à commencer par l'art. Alors quelle est la place justement de l'art dans cette société holomorphe? Je pense que, pour finir sur cette question-là, parce qu'on prenait un exemple, mais on voit bien que toute l'économie classique, elle est basée sur des biens matériels qui sont là, mais pas là-bas, sur des atomes. Or, on voit bien que les technologies de l'information, le monde virtuel, nous ouvre les portes d'un univers non plus fait d'atomes, mais fait de bits informatiques. Et donc, les biens digitales sont dans une logique complètement différente. Et ce qui fait, par exemple, la fortune de Microsoft et la vitesse où cette fortune a pu être faite, c'est parce que, contrairement aux automobiles, qui doivent être fabriqués dans le monde des atomes, Microsoft peut diffuser sa plateforme de logiciels à des millions d'exemplaires sans avoir à produire quoi que ce soit. Juste par un téléchargement. Ils produisent quand même des bugs et puis des logiciels. Mais... Oui, non, mais les logiciels peuvent se démultiplier à l'infini sans qu'on ait à les produire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut télécharger, 7 milliards d'êtres humains peuvent télécharger demain Windows sans que ça pose de problème. Par contre, que 7 milliards d'êtres humains et une voiture, ça pose vraiment un problème. Donc vous voyez, on est dans des logiques complètement différentes et c'est ça qui n'a pas été pensé du tout actuellement dans les théories économiques. Et c'est ça qui crée d'ailleurs des effets pervers considérables. Parce que bien évidemment, un autre aspect des nouvelles technologies de l'information, c'est de pouvoir transférer de manière virtuelle des masses considérables d'argent aux quatre coins de la Terre. Or ça non plus, ça n'a pas été pensé à l'origine.
Donc, si vous voulez, il y a à repenser l'ensemble de l'économie, d'une part pour intégrer ce qu'on appelle les externalités négatives qui ne sont pas du tout intégrées, comme le fait que les espèces animales disparaissent. Bon, ben ça, où est-ce que vous le mettez dans la comptabilité? C'est-à-dire qu'on est en train de manger notre capital naturel sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que plus on dépense d'argent, plus on croit qu'on fait de la croissance, plus en fait on est en train de créer de la dette écologique, de créer une situation qui va rendre impossible la vie humaine. Et puis, d'un autre côté, on a aussi toute une série de biens dont on n'utilise pas la virtualité, parce que tout simplement, on n'est pas capable de la penser. L'économie actuelle a du mal à la penser. Alors là, vous nous parlez finalement de choses qui peuvent être partagées. Est-ce qu'il faut raisonner encore en termes de biens et de consommation? Parce que vous avez commencé l'émission en disant, dans le scénario holomorphe, dans cette évolution positive de l'humanité, du monde, de la société, ce sont aussi on n'est plus forcément dans l'avoir, on est dans l'être. Donc ça nous amène à repenser, ne serait-ce que la consommation, la production, les biens. Est-ce qu'on a besoin de biens? Ou de quelle manière on vit, de quelle manière on se comporte? Si vous voulez, à partir du moment où on va chercher, où est le beau? Est-ce que le beau, il est dans la possession d'un téléphone, dans la consommation excessive de quelque chose? Ou est-ce qu'il est dans d'autres manières d'agir? Vous avez tout à fait raison. Bon, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de la mobilité depuis 20 ans, etc. Il y a des choses tout à fait remarquables. Par exemple, une voiture, c'est utiliser 4% de son temps. Et au bout de 10 ans, on la jette. Bon, c'est absurde, si vous voulez. Alors qu'en fait, le fait, et pourquoi ça? Parce que justement, chacun possède sa voiture et donc l'utilise assez peu. Et l'usage, qui en effet est très relative. Donc on peut très bien imaginer, dans des logiques économiques différentes, mais d'ailleurs on y va, c'est tout ce qu'on appelle la théorie de la fonctionnalité, ou l'approche par la fonctionnalité, qu'au lieu d'acheter une voiture, on achète du temps de transport. Et que finalement, à ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est notre usage réel. Et qu'on soit prêt possession en elle-même. Bon, dans le cas de la voiture, c'est extrêmement remarquable. Mais on peut imaginer de la même manière toute une organisation sociale où les maisons, où toute une série de biens soient mutualisés et donc soient beaucoup mieux utilisés que dans une économie où chacun est accroché à sa possession. On voit bien une multitude de cas où effectivement la frontière entre le bien individuel et le bien collectif va être transformée. On le voit venir d'ailleurs tout simplement par exemple dans le Vélib, qui est à la fois Vélib, Autolib, etc. Toute une série de biens. C'est des toutes petites amorces de ça. Mais on peut très bien imaginer... des amorces, comme vous dites, voilà, quelque chose de plus global. Voilà, exactement. Alors, vous êtes toujours sur We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Michel Salofkost. Passons maintenant à notre questionnaire artistique et à nos idées pour changer le monde. Qu'est-ce qui vous fait rêver, bouger, aimer? C'est pas la même chose, hein. Rêver, bouger, aimer, c'est pas la même chose. En tout cas, je réfléchissais à rêver. Rêver, ce qui est, je trouve, assez étonnant aujourd'hui, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir que l'humanité change, qu'elle évolue, qu'elle se transforme. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que si on ne le fait pas, on va disparaître. Mais peut-être que c'est parce que y a ce risque de disparition, parce qu'on est acculé, parce qu'on est obligé, qu'on va évoluer. Et d'ailleurs, dans le passé, très souvent, l'humanité, ou même quand on voit une entreprise, elle ne change pas, elle ne se transforme pas radicalement tant qu'elle n'est pas obligée de le faire. Donc, je crois que ce qui me fait rêver, c'est de vivre ce moment absolument fascinant où l'humanité tout entière doit se transformer ou disparaître. Ça, c'est un moment extraordinaire. Alors, je ne sais pas du tout
ce que l'humanité va décider à la fin de faire. Mais finalement, dans tous les cas, on aura vécu un moment unique. Soit le début de quelque chose d'inimaginable, soit finalement aussi la fin, ce qui est aussi intéressant peut-être. Ça veut dire quoi justement, plus d'humanité ? Alors je crois que plus d'humanité, c'est de prendre la singularité de l'homme. Par exemple, la singularité de l'homme, c'est la conscience. C'est la conscience de sa conscience. Donc plus vous augmentez la conscience, plus vous augmentez la dimension humaine. Alors comment on fait pour augmenter cette conscience ? Tout simplement, comme on fait tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est le grand enjeu de la civilisation du futur, comme on fait tout. Comment on fait pour gonfler son pneu ? Comment on fait pour accumuler de l'air ? On s'intéresse à l'or, ou on met de l'air dans le pneu. La conscience, c'est pareil. Il suffit d'y passer un peu de temps, d'étudier ce que c'est que la conscience, de conscientiser sa conscience, de prendre par exemple un peu de temps pour méditer, etc. Et puis petit à petit, on développe la conscience. Si on ne s'intéresse pas à sa conscience, ça, c'est certain, on ne la développe pas. Donc il y a beaucoup quelque chose qui a à voir avec l'intention. Si vous vous intéressez à quelque chose, naturellement, vous allez développer votre intérêt. Alors j'allais justement vous demander comment est-ce qu'on crée un conscient, ou plutôt un inconscient collectif d'humanité meilleure ? Je crois qu'on ne le crée pas. Il faut espérer qu'il y a une très belle, histoire, je crois, américano-indienne, enfin de civilisation ancestrale comme ça, qui dit le poisson a rêvé le dauphin a rêvé le singe, et le singe a rêvé l'homme, enfin quelque chose comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'au fond, chaque niveau de complexité, chaque niveau de conscience, en quelque sorte, se met à rêver à un moment donné d'une transmutation. Et il faut espérer que cette dynamique est bien inscrite dans l'homme, et que l'homme va aujourd'hui, dans les années qui viennent, rêver d'une transmutation. Parce qu'effectivement, l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'homme du passé, ne semble pas vraiment adapté à l'évolution, aux nécessaires évolutions. Par exemple, on ne peut pas dire que l'homme, même si il y a dans l'humanisme et dans l'humanité beaucoup d'amour, l'homme, en tout cas pour l'homme et pour les autres espèces, n'a pas fait preuve effectivement de beaucoup d'amour. Il y a eu même beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de tueries entre nous, mais aussi d'animaux. Enfin, on peut même se dire que on est même des animaux particulièrement sanguinaires par rapport même à des animaux connus pour être sanguinaires. Je ne crois pas que ni les tigres ni les loups n'aient poussé les tueries au niveau... À ce degré de complexité et de raffinement. Alors, de l'homme du passé, faisons table rase, comme dirait la chanson. Qu'est-ce que vous aimeriez faire disparaître ou apparaître avec une baguette magique ? Écoutez, ce que je voudrais faire apparaître, enfin, je ne pense pas que la baguette magique, je l'ai entre les mains, mais par contre, peut-être qu'elle est dans la nature des choses, et elle va, effectivement... C'est une nouvelle conscience. Parce qu'effectivement, je crois que le logiciel, comme on dit, notre logiciel adaptatif doit changer. Donc si, dans les 10 ans qui viennent, par un mystère, la conscience des hommes change, si brusquement les êtres humains deviennent beaucoup plus bienveillants, si brusquement ils prennent conscience du tout, si brusquement ils sont capables de s'organiser, non pas par rapport à leur intérêt personnel ou leur intérêt de tribu ou de pays, mais par rapport à l'intérieur du tout, de l'ensemble de l'humanité, s'il y a ce changement à l'intérieur de l'homme, à ce moment-là, tout devient possible. Et l'histoire de l'homme en tant qu'humanité ne fait que commencer. Si par contre, il n'y a pas cette sorte de transmutation magique, un changement d'état, exactement comme le passage de l'air de l'état gazeux à l'état liquide, ou de l'inverse, eh bien, s'il n'y a pas une métamorphose très profonde de la conscience humaine, je ne sais pas comment on va traverser les années qui viennent. Pourquoi le monde est beau ?
Et pourquoi on aurait envie de le faire évoluer? Pourquoi il est beau? Alors, le monde, il est beau parce que je crois que, effectivement, un des grands mystères, c'est qu'il est beau. Vous regardez la nature, vous regardez la planète. Moi, j'ai été surpris parfois. Vous regardez une forêt sauvage, une forêt primaire, c'est éminemment beau. Il y a même des animaux d'une beauté absolument incroyable qui sont. Les œuvres d'art ne sont que des pâles reflets de la richesse, de la création, etc. Et ça, c'est tout de même un extraordinaire mystère. Et je crois que le mystère de ça, on est en train de l'éclaircir, et c'est un des grands phénomènes scientifiques de notre époque, c'est qu'on est en train de découvrir que, contrairement à ce qu'on pensait, le cosmos, qui est en lui-même d'une beauté absolument fascinante, parce que les photos qu'on a maintenant des galaxies, c'est une beauté extraordinaire. Eh bien, la science actuelle nous fait découvrir que le monde, il est constamment en train d'évoluer et de créer. On croyait être dans une sorte d'univers amorphe, fait de minéraux et de lois éternelles, mais qui ne bougeait pas tellement. Au fond, il n'y avait que l'homme qui bougeait, et qui était porteur, comme ça, du progrès. Alors que là, on est en train de découvrir que le cosmos tout entier, il est en constante évolution, transformation, etc. Et ça, c'est tout de même une très bonne nouvelle. Et c'est quoi le cosmos ou l'univers, justement? C'est tout ce qu'on connaît depuis le Big Bang. Enfin, maintenant, on a retracé toute l'histoire de l'univers, et peut-être même la possibilité qu'il y ait d'autres univers en parallèle, etc. Et en tout cas, l'univers dans lequel on est et qu'on connaît, il est d'abord d'une beauté sublime, mais il est aussi un espace de création perpétuelle et de complexification extraordinaire. Et dans ce sens-là, sans doute, l'homme n'est pas le seul conscient de sa conscience. Il y a d'autres organismes dans d'autres planètes ou dans d'autres cosmos. Et ça, c'est magnifique. Et pourquoi c'est magnifique? Parce que c'est de la création. C'est que l'essence de la réalité n'est pas une sorte de caillou dans lesquels, miraculeusement, il y aurait... on ne sait pas pourquoi des animaux et des plantes. Non, c'est qu'au fond, les plantes, les animaux, tout ce qu'on connaît de créativité sur cette planète, au fond, elle est dans la nature des choses. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'expression extraordinaire au cœur même de la matière, finalement. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est qui l'autre? Alors, je vais vous demander des petites réponses courtes, parce que notre émission va bientôt s'achever. Alors là, c'est difficile de répondre à cette question. C'est qui l'autre? En 3 mots. En 3 mots. Non, je crois que l'autre, c'est un concept très important. L'autre, c'est l'altérité. Bon, si l'autre est le même que moi, c'est pas l'autre. L'autre, c'est ce qui est autre dans l'autre. C'est vraiment l'altérité, c'est-à-dire ce qui est l'impensable, ce qui fait que je ne te vois pas. C'est l'autre, c'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose qu'on ne conçoit même pas. Et c'est le mystère. Et c'est ça qui fait que la vie est magique. Parce que si, par contre, on laisse un peu d'espace dans sa vie à l'autre, alors à l'ouverture de l'altérité, à l'ouverture à cette sorte de mystère, alors à ce moment-là, il peut commencer à se passer des choses dans votre vie. À quoi croyez-vous ? Moi, je crois en beaucoup de choses, mais je crois plus récemment à quelque chose que j'observe, ce qui est, je trouve cette bonne nouvelle, mais justement, moi, en tant que philosophe, j'ai toujours eu un côté sceptique, donc je distingue bien les choses auxquelles je crois, les choses auxquelles, en quelque sorte, je suis convaincu logiquement, quoi, en quelque sorte. Et je peux... aujourd'hui croire en quelque chose parce que je l'expérimente. Et ce que j'expérimente, que je trouve extraordinaire, c'est cette création à tous les niveaux, cette création à l'intérieur de moi, mais cette création dans le cosmos, cette création chez les autres, cette création chez les animaux. C'est-à-dire cette fantastique créativité qu'on voit s'exprimer partout, qui n'arrête pas de transformer et de rendre possible des demains, des futurs à la fois beau et inconnu. Alors pour terminer, une citation, un mot que vous aimez bien, une devise,
Ben moi, j'aime beaucoup cette phrase qui m'a beaucoup bercé, enfin qui m'a beaucoup aidé. Cette phrase de Proust qui dit la désillusion partage avec l'illusion cette même chose qu'elle est aussi une illusion. On va se quitter là-dessus. Merci Michel Salofkost. Eh bien, changeons le monde, faisons-le évoluer avec créativité, avec beauté, avec sublime. Eh bien, à vous maintenant. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I